L'Angleterre ne désarme pas. Elle finance une troisième coalition avec l'Autriche et la Russie. En août 1805, l'archiduc Charles envahit la Bavière, allié de la France. Bonaparte abandonne ses projets d'invasion de l'Angleterre. Il fait pivoter la grande armée stationnée à Boulogne et la lance vers l'Allemagne. La manœuvre stratégique est brillante. En 3 semaines, 210 000 hommes parcourent 700 km. Les Autrichiens, commandés par Mack, sont encerclés à Ulm. Le 20 octobre 1805, Mack capitule avec 30 000 hommes. Napoléon entre à Vienne le 13 novembre. L'empereur d'Autriche François II a fui vers la Moravie, où il rejoint l'armée russe du tsar Alexandre Ier. Les coalisés rassemblent 85 000 hommes face aux 73 000 Français. Napoléon choisit son terrain, le plateau de Pratzen, près du village d'Austerlitz. Il feint la faiblesse, abandonne les hauteurs, simule une retraite. Les Alliés mordent à l'hameçon. Ils décident d'attaquer pour couper la retraite française. Le 2 décembre 1805, jour anniversaire du Sacre, la bataille commence dans le brouillard. Les Russes et les Autrichiens descendent du plateau de Pratzen pour attaquer l'aile droite française. Napoléon les laisse s'engager. Puis il ordonne à Soult de prendre d'assaut le plateau des Garnis. 20 000 Français se lancent à l'assaut. Ils emportent les hauteurs, coupent l'armée ennemie en deux. La bataille tourne au désastre pour les coalisés. L'aile gauche austro-russe, isolée, tente de s'échapper par les étangs gelés. L'artillerie française pilonne la glace. Des milliers d'hommes se noient dans l'eau glacée. Le tsar Alexandre assiste impuissant à la débâcle. L'empereur François II demande l'armistice. Les Alliés ont perdu 27 000 hommes, les Français 9 000. Austerlitz devient le sommet du génie militaire napoléonien. Cette victoire détruit la troisième coalition. Le traité de Presbourg, signé en décembre, impose des conditions humiliantes à l'Autriche. Elle perd Venise, le Tyrol, ses possessions en Allemagne. Le Saint-Empire romain germanique disparaît. Napoléon crée la Confédération du Rhin, regroupant 16 États allemands sous protectorat français. En 1806, une quatrième coalition se forme avec la Prusse et la Russie. La Prusse commet l'erreur d'attaquer seule. Le 14 octobre 1806, Napoléon écrase l'armée prussienne à Jena et Auerstadt. En 4 semaines, la Prusse est conquise. Napoléon entre à Berlin le 27 octobre. Il visite la chambre de Frédéric II, son idole militaire, et s'empare de son épée. Reste l'armée russe. La campagne de Pologne commence dans des conditions épouvantables. L'hiver polonais est terrible. La neige paralyse les mouvements. Le 8 février 1807, à Eylau, Napoléon affronte les Russes dans une bataille sanglante. 50 000 hommes tombent dans la neige. Aucun camp ne l'emporte vraiment. Pour la première fois, Napoléon ne remporte pas une victoire décisive. Mais le 14 juin 1807, à Friedland, il écrase définitivement l'armée russe. Le tsar Alexandre demande la paix. Les deux empereurs se rencontrent sur un radeau au milieu du Niémen, à Tilsit. Napoléon déploie tout son charme. Alexandre, jeune et idéaliste, tombe sous le charme de l'empereur français. Les deux hommes signent un traité d'alliance le 7 juillet 1807. À Tilsit, l'Europe se partage. La France domine l'Ouest, la Russie l'Est. La Prusse perd la moitié de son territoire. Napoléon crée le Grand-Duché de Varsovie, État satellite français en Pologne. Il impose le blocus continental. Tous les ports européens doivent se fermer au commerce britannique. L'objectif est d'étouffer économiquement l'Angleterre. En 1807, Napoléon règne sur 130 millions d'Européens. La grande armée est invincible. Aucune coalition n'a pu résister. Les rois et les princes tremblent devant l'empereur. La France contrôle directement 130 départements, de Hambourg à Rome. Les États satellites couvrent le reste du continent. Royaume d'Italie, Confédération du Rhin, Grand-Duché de Varsovie, Royaume de Naples, Royaume de Hollande, Royaume de Westphalie. Napoléon place sa famille sur les trônes. Joseph devient roi de Naples puis d'Espagne. Louis reçoit la Hollande. Jérôme obtient la Westphalie. Murat épouse Caroline et règne sur Naples après Joseph. Élisa gouverne la Toscane. Pauline devient duchesse de Guastalla. Seul Lucien refuse de se soumettre et vit en exil. La famille Bonaparte forme une dynastie européenne. Mais des fissures apparaissent. Le blocus continental pèse sur l'économie européenne.
Les commerçants perdent des fortunes, les manufactures ferment faute de matières premières britanniques, les populations grondent, le Portugal refuse d'appliquer le blocus. Napoléon décide d'intervenir. En novembre 1807, les troupes françaises traversent l'Espagne pour envahir le Portugal. L'opération réussit, la famille royale portugaise s'enfuit au Brésil. Mais Napoléon voit plus loin. L'Espagne est dirigée par Charles IV, roi faible manipulé par son favori Godoy. Le prince héritier Ferdinand complote contre son père. Napoléon décide de profiter de cette situation. En mars 1808, il attire Charles IV et Ferdinand à Bayonne. Il les force à abdiquer et donne le trône d'Espagne à son frère Joseph. Cette usurpation cynique déclenche un soulèvement général. Le 2 mai 1808, Madrid se révolte. La répression française est brutale. Goya immortalisera ces massacres dans ses tableaux terrifiants. L'Espagne entière entre en insurrection. Les juntes locales organisent la résistance. Les guérilleros harcèlent les troupes françaises, coupent les communications, assassinent les soldats isolés. Les Britanniques débarquent au Portugal sous le commandement de Wellington. La guerre d'Espagne devient un ulcère qui saigne la Grande Armée. Pendant ce temps, Napoléon doit régler sa succession. Joséphine n'a pas pu lui donner d'héritier. Elle a 45 ans, la ménopause est passée. Bonaparte entretient des maîtresses. En 1806, une actrice polonaise, Marie Walewska, lui donne un fils. La preuve est faite. Joséphine est stérile, pas lui. En décembre 1809, après 20 ans de mariage, Napoléon divorce. La scène est dramatique. Joséphine sanglote, s'évanouit. Napoléon pleure aussi. Il l'aime toujours, mais la raison d'État l'emporte. Il lui laisse le titre d'impératrice et une pension confortable. Joséphine se retire au château de Malmaison. Napoléon cherche une nouvelle épouse dans les grandes familles royales. Il hésite entre une grande duchesse russe et Marie-Louise d'Autriche, fille de François Ier. Finalement, il choisit l'Autrichienne. Le mariage a lieu en avril 1810. Marie-Louise a 18 ans, Napoléon 40. Le 20 mars 1811, elle accouche d'un fils. L'enfant reçoit le titre de roi de Rome. La dynastie semble assurée. Le traité de Tilsit s'effrite. Le tsar Alexandre supporte mal le blocus continental qui ruine l'économie russe. Les nobles russes exigent la reprise du commerce avec l'Angleterre. Alexandre cherche aussi à étendre son influence en Pologne et dans les Balkans, ce qui contrarie les plans français. Les relations se tendent progressivement. Napoléon décide de régler le problème par la force. Il prépare minutieusement l'invasion de la Russie. La Grande Armée rassemble 650 000 hommes, la plus grande armée jamais constituée. Un tiers seulement est français. Le reste vient des États alliés ou satellites, polonais, allemands, italiens, hollandais, suisses, espagnols, portugais. Le 24 juin 1812, l'armée franchit le Niémen. Napoléon s'attend à une bataille décisive près de la frontière. Mais les Russes refusent le combat. Ils reculent, appliquent la tactique de la terre brûlée. Les villages sont incendiés, les récoltes détruites, les puits empoisonnés. La grande armée s'enfonce dans l'immensité russe sans trouver l'ennemi. La chaleur de juillet épuise les hommes. Les chevaux meurent par milliers. Les approvisionnements ne suivent pas. Les soldats pillent pour manger. La dysenterie ravage les rangs. En août, l'armée a déjà perdu 150 000 hommes sans avoir combattu. Le 7 septembre, à Borodino, les Russes acceptent enfin la bataille. 130 000 Français affrontent 120 000 Russes devant Moscou. Le combat dure 15 heures d'une violence inouïe. Les deux armées se pilonnent à bout portant. L'artillerie cause des ravages épouvantables. À la fin de la journée, 70 000 hommes gisent sur le champ de bataille. Les Russes reculent, mais leur armée reste intacte. Le 14 septembre, Napoléon entre dans Moscou. La ville est déserte. Le gouverneur Rostopchine a ordonné l'évacuation. Dans la nuit, des incendies éclatent partout. Pendant 4 jours, Moscou brûle. Les 3/4 de la ville partent en fumée. Napoléon s'installe dans le Kremlin, attend que le tsar demande la paix. Mais Alexandre ne répond pas. L'empereur reste à Moscou 5 semaines. Les premières neiges tombent en octobre. Il faut partir. Le 19 octobre, la retraite commence. 100 000 hommes quittent Moscou, traînant des chariots chargés de butin.
Napoléon espère rejoindre les provinces du Sud, plus riches et moins dévastées. Mais l'armée russe lui barre la route. Le 24 octobre, à Maloyaroslavets, les Français ne peuvent forcer le passage. Napoléon doit rebrousser chemin, reprendre la route de l'Alais. L'hiver arrive. Les températures chutent brutalement. Moins 10 degrés, moins 20, moins 30. Les soldats gèlent debout. Les chevaux meurent en marchant. Les canons sont abandonnés dans la neige. Les Cosaques harcèlent la colonne. Ils massacrent les traînards, pillent les bagages, incendient les dépôts de vivres. La grande armée se désagrège. La discipline s'effondre, les soldats jettent leurs armes, brûlent les drapeaux pour se réchauffer. Chacun ne pense qu'à survivre. Du 26 au 29 novembre, l'armée franchit la Bérésina. Les ponts ont été détruits. Les pontonniers travaillent dans l'eau glacée pour construire 2 passerelles. Des milliers d'hommes se pressent pour traverser. Les Russes attaquent. Les ponts s'effondrent sous le poids. 10 000 personnes se noient ou meurent piétinées. Le 5 décembre, Napoléon abandonne son armée. Il file vers Paris dans un traîneau, accompagné de quelques fidèles. Il doit rentrer avant que la nouvelle du désastre ne provoque un coup d'État. Le 18 décembre, il arrive aux Tuileries. Derrière lui, la grande armée n'existe plus. Sur 650 000 hommes, moins de 100 000 reviendront. C'est le plus grand désastre militaire de l'histoire moderne. Le désastre russe encourage les ennemis de Napoléon. La Prusse change de camp en février 1813. La Russie et la Prusse forment une nouvelle coalition. En mars, Napoléon lève une nouvelle armée. Il trouve 250 000 conscrits, des gamins de 18 ans sans expérience. Il manque de cavalerie, les chevaux russes ont tous péri. Mais l'empereur garde confiance. En mai, il bat les coalisés à Lutzen et Bautzen. Mais ces victoires ne sont plus décisives. L'ennemi recule et se reforme. En août, l'Autriche rejoint la coalition. 600 000 hommes encerclent progressivement les Français. Napoléon doit se battre sur plusieurs fronts simultanément. Du 16 au 19 octobre 1813, la bataille de Leipzig réunit 500 000 hommes. C'est la plus grande bataille de l'histoire avant la Première Guerre mondiale. Pendant 3 jours, les armées s'affrontent autour de la ville. Les Français résistent héroïquement. Mais le 4e jour, les Saxons changent de camp en pleine bataille. L'armée française doit battre en retraite. La retraite devient une déroute. Le pont sur l'Elster explose prématurément, piégeant l'arrière-garde. 30 000 Français sont tués, blessés ou capturés. Napoléon ramène 100 000 hommes épuisés en France. Tous ses alliés l'abandonnent. La Confédération du Rhin se dissout. Les royaumes satellites s'effondrent. L'Empire napoléonien se rétracte sur la France. En décembre 1813, les coalisés franchissent le Rhin. 350 000 Autrichiens, Russes, Prussiens envahissent la France. Napoléon ne dispose que de 70 000 hommes, mais il mène la plus brillante campagne de sa carrière. En février 1814, il multiplie les victoires, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamp. Ces vieux grognards se battent comme des lions. Mais les coalisés sont trop nombreux, ils évitent Napoléon, contournent ses armées, marchent sur Paris. Le 30 mars, Marmont capitule et livre la capitale. Le lendemain, le tsar Alexandre et le roi de Prusse entrent dans Paris. Talleyrand, qui a trahi Napoléon, négocie avec les vainqueurs le retour des Bourbons. À Fontainebleau, Napoléon tente de résister. Ses maréchaux refusent de continuer. Murat a déjà trahi, négociant avec l'Autriche pour garder Naples. Berthier, Ney, Marmont supplient l'empereur d'abdiquer. Le 6 avril 1814, Napoléon cède. Il abdique en faveur de son fils. Les Alliés refusent. Ils exigent une abdication sans condition. Le 12 avril, Napoléon signe son abdication définitive. Il garde le titre d'empereur et reçoit la souveraineté sur l'île d'Elbe, minuscule îlot de 115 km² au large de la Toscane. Le 20 avril, il fait ses adieux à sa garde dans la cour du château de Fontainebleau. La scène est déchirante. Les vieux soldats pleurent. Napoléon embrasse le drapeau, dit « Adieu mes enfants. Je voudrais vous serrer tous contre mon cœur. » Le 28 avril, il embarque pour l'île d'Elbe. La traversée dure 3 jours. Sur le continent, Louis XVIII, frère de Louis XVI, monte sur le trône. La Restauration commence. L'aventure napoléonienne semble terminée. À l'île d'Elbe, Napoléon s'ennuie mortellement.
Il gouverne son petit royaume, trace des routes, organise l'administration. Mais l'action lui manque. Il reçoit des nouvelles de France. Louis le VIII se rend impopulaire. Il rend leurs biens aux émigrés, place des nobles incompétents aux postes clés. L'armée déteste ce roi qui n'a jamais combattu. Les demi-soldes, ses officiers licenciés, conspirent. Napoléon apprend que les Alliés, réunis au Congrès de Vienne, se disputent. Certains évoquent de le déporter à Sainte-Hélène ou aux Açores. Il décide de jouer son va-tout. Le 26 février 1815, il embarque avec 1000 soldats sur un brick. Le 1er mars, il débarque à Golfe-Juan. La remontée vers Paris devient un triomphe. À Grenoble, les soldats envoyés pour l'arrêter l'acclament. Ney, qui a promis à Louis XVIII de ramener Bonaparte dans une cage de fer, rejoint son ancien empereur. L'armée tout entière bascule. Le 20 mars, Napoléon entre aux Tuileries. Louis XVIII a fui vers la Belgique pendant la nuit. Les 100 jours commencent. Napoléon proclame son attachement à la paix. Mais les Alliés ne négocient pas avec lui. Le 13 mars, avant même son retour à Paris, ils l'ont déclaré hors la loi. Cette coalition mobilise 700 000 hommes. Napoléon lève une armée de 280 000 soldats, mais beaucoup restent aux frontières pour défendre le territoire. Il décide de frapper le premier. En Belgique stationnent 120 000 Anglo-Hollandais sous Wellington et 124 000 Prussiens sous Blücher. Napoléon veut les battre séparément avant qu'ils ne fassent leur jonction. Le 15 juin, il franchit la frontière avec 125 000 hommes. Le plan est audacieux. Bonaparte s'infiltre entre les deux armées ennemies. Le 16 juin, il envoie Ney attaquer Wellington aux 4 bras pendant qu'il écrase Blücher à Ligny. La manœuvre réussit à moitié. À Ligny, les Prussiens perdent 20 000 hommes et battent en retraite. Mais aux 4 bras, Ney hésite, attaque mollement. Wellington peut se replier en bon ordre. Napoléon commet alors une erreur fatale. Il croit que les Prussiens battus fuient vers l'Est. Il envoie Grouchy avec 33 000 hommes les poursuivre. Mais Blücher, vieux renard de guerre, a retraité vers le nord pour rester en contact avec Wellington. Les deux armées alliées vont pouvoir se rejoindre. Le 18 juin 1815, la bataille décisive a lieu près du village de Waterloo. Napoléon dispose de 72 000 hommes face aux 68 000 de Wellington. L'empereur attend que le sol sèche après les pluies de la nuit pour utiliser son artillerie. Cette attente sera fatale. À 11h30, l'attaque commence. L'artillerie française pilonne les positions anglaises. Puis l'infanterie se lance à l'assaut. Wellington a positionné ses troupes sur la crête d'une colline, à l'abri du feu direct. Les Français montent sous la mitraille, arrivent au sommet, se heurtent aux lignes britanniques. Les combats sont d'une violence inouïe. Ney lance la cavalerie française contre le centre britannique. 4 charges successives se brisent contre les carrés d'infanterie. Les cavaliers français, sabres au clair, tournent autour des carrés, incapables de les briser. Les Anglais les fusillent à bout portant. Des milliers de cavaliers tombent. À 16h, les premiers Prussiens arrivent sur le flanc droit français. Napoléon doit détacher des troupes pour les contenir. À 18h30, il joue son va-tout. Il lance la garde impériale, ses meilleurs soldats, à l'assaut. Ces vétérans n'ont jamais reculé. Mais cette fois, sous le feu britannique, les rangs s'éclaircissent. La garde hésite, puis recule. C'est la panique. La garde recule! Le cri se répand dans l'armée française. La débandade devient générale. Les Prussiens déferlent sur le flanc. L'armée française se désagrège. Napoléon tente de rallier ses troupes, mais c'est impossible. À 21h, tout est fini. Les Français ont perdu 25 000 hommes, tués ou blessés, 8 000 prisonniers. Wellington et Blücher se serrent la main sur le champ de bataille. Bonaparte fuit vers Paris. Le 21 juin, il arrive aux Tuileries. Les chambres exigent son abdication. Le 22 juin, il abdique une seconde fois, cette fois en faveur de son fils Napoléon II. Mais les Alliés marchent sur Paris. Le gouvernement provisoire négocie la capitulation. Napoléon se réfugie à Rochefort. Il envisage de s'embarquer pour l'Amérique. Mais les navires britanniques bloquent le port. Le 15 juillet, il se rend aux Anglais. Il écrit au prince régent « Je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois, que je réclame de votre Altesse royale, comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis.
Les Britanniques ne lui accordent aucune protection. Le 7 août, Napoléon embarque sur le Northumberland. Destination Sainte-Hélène, île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, à 7000 km de l'Europe. Il ne la quittera jamais. Le 15 octobre 1815, après 70 jours de traversée, Napoléon aperçoit Sainte-Hélène. L'île est un rocher volcanique planté dans l'océan. Pas d'arbres, une végétation pauvre, un climat humide et venteux. Les Britanniques ont choisi cette prison pour son isolement absolu. Aucun navire ne peut approcher sans être repéré. Bonaparte est assigné à Longwood House, une bâtisse délabrée battue par les vents. Sir Hudson Lowe, le gouverneur britannique, applique des règles strictes. Napoléon ne peut sortir sans escorte. Son courrier est censuré. On lui refuse le titre d'empereur, on l'appelle le général Bonaparte. Ces humiliations le révoltent. Autour de lui, une petite cour s'organise. Le général Bertrand et sa famille, le comte de Montholon, le comte de Las Cases, le général Gourgaud. Ses fidèles ont choisi de partager son exil. Ils passent des heures à écouter Napoléon raconter ses campagnes, dicter ses mémoires, refaire l'histoire. Car Napoléon comprend que la bataille n'est pas militaire mais mémorielle. Il dicte inlassablement ses souvenirs, il embellit certains épisodes, minimise ses erreurs, construit sa légende. Il se présente comme le champion de la Révolution, l'ennemi des tyrans, le défenseur des peuples. Ces textes seront publiés après sa mort et façonneront durablement son image. Les conditions de vie se dégradent. La maison de Longwood est humide, malsaine. Les rats prolifèrent. La nourriture arrive de loin, souvent avariée. Napoléon, qui a toujours eu bon appétit, mange de moins en moins. Il grossit pourtant, son corps enfle. Il souffre de douleurs abdominales constantes. En 1817, Las Cases est expulsé de l'île pour avoir tenté de faire passer des lettres clandestines. En 1818, Gourgaud part, incapable de supporter l'atmosphère étouffante de Longwood. Napoléon se replie sur lui-même. Il lit beaucoup, joue aux échecs, fait de courtes promenades. Son état se détériore. En mars 1821, il ne peut plus quitter son lit. Les vomissements le torturent. Il refuse de se laisser examiner par le médecin britannique qu'il considère comme un espion de Hudson Lowe. Seul son médecin personnel, Anto Marchi, le soigne, mais ce dernier ne peut rien faire. Le diagnostic probable est un cancer de l'estomac, la même maladie qui a tué son père. Les dernières semaines sont atroces. Napoléon souffre horriblement. Il délire, revit ses batailles, il prononce des mots décousus, tête d'armée, Joséphine. Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon Bonaparte meurt. Il a 51 ans. Il voulait être enterré sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français qu'il a tant aimé. Les Anglais l'enterrent à Sainte-Hélène, dans la vallée du Géranium. L'autopsie révèle un estomac rongé par un ulcère géant. Certains historiens parleront plus tard d'empoisonnement à l'arsenic, théorie jamais prouvée. La cause la plus probable reste le cancer gastrique, aggravé par les conditions d'exil et peut-être par un traitement au mercure. La mort de Napoléon ne met pas fin à sa légende. Au contraire, elle l'amplifie. En France, sous la Restauration, le culte napoléonien se développe. Les anciens soldats racontent leur campagne dans les veillées. Les gravures populaires montrent l'empereur victorieux. Les chansons célèbrent le petit caporal. Bonaparte devient le symbole de la gloire française. Les Bourbons restaurés apparaissent fades face aux souvenirs de l'épopée impériale. Charles X, qui succède à Louis XVIII en 1824, impose un régime ultra-réactionnaire. En juillet 1830, une révolution le renverse. Louis-Philippe, duc d'Orléans, monte sur le trône. Ce nouveau roi cherche à réconcilier la France avec son passé révolutionnaire et impérial. En 1833, Louis-Philippe fait ériger la statue de Napoléon au sommet de la colonne Vendôme. En 1836, il inaugure l'Arc de Triomphe, commencé sous l'Empire. Surtout, en 1840, il décide de rapatrier les cendres de Napoléon. La frégate Belle Poule part pour Sainte-Hélène. Le cercueil est exhumé le 15 octobre 1840. Le corps, remarquablement conservé, est placé dans 6 cercueils emboîtés. Le 15 décembre 1840, les cendres de Napoléon arrivent à Paris. 1 million de personnes se massent sur les Champs-Élysées.
Le cortège funèbre remonte l'avenue sous la neige. Victor Hugo assiste à la cérémonie et écrira « Ce jour-là, le soleil semblait un point noir dans le ciel, et l'on aurait dit que déjà un crêpe funèbre était tendu sur Paris. Le cercueil est déposé aux Invalides, où il repose toujours. L'œuvre de Napoléon marque profondément la France et l'Europe. Le Code civil reste en vigueur, base du droit français moderne. Les institutions créées par Bonaparte structurent toujours le pays. Préfecture, lycée, Banque de France, Légion d'honneur. Son génie militaire continue d'être étudié dans toutes les académies militaires du monde. Mais l'Empire a aussi son côté sombre. Les guerres napoléoniennes ont fait entre 3 et 6 millions de morts. Des régions entières ont été dévastées. La Prusse humiliée préparera sa revanche et deviendra l'Allemagne militariste du XIXe siècle. L'Espagne mettra des décennies à se remettre de la guerre. La Russie sortira traumatisée de l'invasion. Napoléon a aussi rétabli l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, après que la Révolution l'ait aboli. Cette décision horrible provoque la révolte de Saint-Domingue. Haïti deviendra la première république noire indépendante. Mais des milliers d'esclaves retombent dans les chaînes en Guadeloupe et en Martinique. Son régime policier a étouffé les libertés. La censure règne sur la presse. Les opposants sont emprisonnés ou déportés. Fouché dirige un système de surveillance généralisé. Le rêve révolutionnaire de liberté s'est transformé en dictature militaire. Bonaparte a confisqué la Révolution pour son profit personnel. Pourtant, sa légende perdure. En 1848, son neveu Louis-Napoléon Bonaparte surfe sur la nostalgie impériale pour se faire élire président. En 1852, il devient empereur sous le nom de Napoléon III. Le Second Empire durera jusqu'en 1870. Même après cette nouvelle chute, le bonapartisme reste une force politique en France. Au XXe siècle, les historiens continuent de débattre sur Napoléon. Était-il un génie visionnaire ou un tyran mégalomane? Un héritier de la Révolution ou son fossoyeur? Un libérateur des peuples ou un conquérant sanglant? Probablement tout cela à la fois. Bonaparte reste un personnage fascinant, complexe, contradictoire. Son ascension illustre le destin exceptionnel d'un homme qui a su saisir sa chance. Né sur une île méditerranéenne dans une famille modeste, il s'est élevé jusqu'au sommet du pouvoir par son seul mérite. Dans une société d'ordre rigide, il a imposé le principe du talent contre celui de la naissance. Cette dimension méritocratique de l'épopée napoléonienne fascine encore. Mais cette ascension fulgurante s'accompagne d'une chute vertigineuse. L'homme qui régnait sur l'Europe finit prisonnier sur un rocher perdu. Cette trajectoire shakespearienne nourrit le mythe romantique du héros tragique. Napoléon devient une figure littéraire autant qu'historique. Balzac, Stendhal, Hugo, Dostoïevski, Tolstoï s'inspirent de lui. Sa carrière militaire reste inégalée. 60 batailles livrées, dont seulement 8 perdues. Des victoires restées dans les manuels d'histoire. Austerlitz, Iéna, Wagram. Une capacité à analyser le terrain, à anticiper les mouvements ennemis, à concentrer ses forces au point décisif. Une rapidité de décision et d'exécution qui laisse ses adversaires hébétés. Mais l'empereur a aussi montré ses limites. Son obstination l'a perdu en Espagne et en Russie. Son mépris des autres peuples a transformé ses conquêtes en occupations détestées. Son refus de négocier au bon moment a causé sa perte. En 1813, il aurait pu conserver les frontières naturelles de la France. Il a préféré tout risquer et tout perdre. 200 ans après sa mort, Napoléon continue d'occuper une place démesurée dans l'imaginaire collectif. Plus de 83 000 livres lui ont été consacrés, plus qu'à tout autre personnage historique. Chaque année apporte son lot de nouvelles biographies, d'études, de romans. Les sites napoléoniens attirent des millions de visiteurs. Cette fascination traverse les frontières. En Pologne, Napoléon reste le héros qui a recréé un État polonais disparu depuis un siècle. En Italie, on le voit comme l'unificateur qui a préparé le Risorgimento. En Allemagne, paradoxalement, certains historiens reconnaissent que ses conquêtes ont accéléré la modernisation et finalement l'unification allemande. Même dans les pays qu'il a combattus, l'admiration existe. En Russie, Tolstoï consacre la moitié de Guerre et paix à la campagne de 1812, fasciné par le duel entre Napoléon et Koutouzov. En Angleterre,
Wellington respectait profondément son adversaire. Les historiens britanniques reconnaissent généralement le génie de Bonaparte, tout en soulignant qu'ils l'ont finalement vaincu. Les militaires du monde entier étudient ses campagnes. Les théoriciens de la guerre, de Clausewitz à Liddell-Hart, analysent ses stratégies. Ses principes, concentration des forces, initiative, rapidité, restent enseignés dans toutes les académies militaires. Patton, Rommel, de Gaulle ont tous lu et relu les campagnes napoléoniennes. Le Code civil s'est exporté dans le monde entier. La Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, une partie de l'Allemagne l'ont adopté. Les pays d'Amérique latine s'en sont inspirés pour leur code. Le Québec l'a utilisé comme base de son droit civil. Même la Louisiane, État américain, conserve un droit civil d'origine napoléonienne. Ces réformes administratives servent encore de modèle. Le système préfectoral français a été copié dans de nombreux pays. L'organisation de l'enseignement secondaire en lycée se retrouve dans plusieurs pays européens. La Légion d'honneur a inspiré des dizaines d'ordres de mérite à travers le monde. Mais cette glorification pose problème. Célébrer Napoléon, n'est-ce pas glorifier la guerre? Son culte de la force, son mépris du droit international, son cynisme politique inspirent difficilement. Les nationalistes l'ont souvent récupéré pour justifier leurs propres ambitions hégémoniques. L'Allemagne nazie voyait en lui un précurseur de l'unification européenne sous domination allemande. Le bicentenaire de sa mort en 2021 a relancé les débats. Faut-il commémorer ou dénoncer? Certains historiens soulignent le rétablissement de l'esclavage, la censure, la dictature policière. D'autres rappellent le Code civil, l'égalité devant la loi, la méritocratie. Le président Macron a finalement choisi une voie médiane, reconnaître la place de Napoléon dans l'histoire française sans en faire un héros sans tache. Car c'est peut-être là la clé, accepter la complexité du personnage. Napoléon n'est ni le héros romantique des images d'Épinal, ni le monstre que dénoncent certains. C'est un homme de son temps, produit de la Révolution française, qui a su exploiter les opportunités avec un génie hors du commun. Un homme qui a modernisé la France et l'Europe tout en causant des souffrances immenses. Un conquérant brillant dont l'ambition démesurée a finalement causé sa perte. De Corse inconnu à empereur des Français, de Toulon à Waterloo, de Longwood à la gloire éternelle, le parcours de Napoléon Bonaparte reste unique dans l'histoire. Aucun autre homme n'a autant marqué son époque. Son ombre portée s'étend encore sur l'Europe et le monde. Pour le meilleur et pour le pire, il a façonné le monde moderne. Son nom résonne toujours comme celui d'un titan qui a voulu plier l'histoire à sa volonté, avant que l'histoire ne le brise.